Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'être présents. Et on vous promet qu'on fera vite une session en présentiel. On vous dira tout à la fin. Votre arrive encore. Peut-être baisser un peu la musique. On entend mieux. Est-ce que c'est mieux? Bonjour à tous. Bonjour aux nouveaux et nouveaux arrivants. La musique, c'est vraiment juste en attendant que tout le monde se connecte. Et après, bien sûr, on enlèvera. Trois minutes. Et on pourra commencer. Arrêtez la musique et je vous reprends tout de suite. Eh bien, bonjour à tous. Merci de vous connecter aussitôt et d'être parmi nous. Comme je le disais, on aurait vraiment voulu vous voir en vrai. Malheureusement, les circonstances de la grève ont fait qu'on a préféré faire en distanciel pour que la majorité d'entre vous puisse participer à ce shot. Comme vous savez, le CES avait lieu au mois de janvier et on a des experts Mathieu et Olivier qui sont parmi nous. Merci encore d'avoir participé à ce shot d'inspiration. Ils vont du coup vous faire une rétrospective de ce qu'ils ont vu et des innovations du salon. Donc, mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier d'être parmi nous et je vais laisser la parole du coup à Léa, la cofondatrice de Future Agency. Léa, est-ce que tu es là? Parfait, bonjour à tous. Bonjour. Hello. Bonjour. Alors, juste avant de démarrer et de parler du CES, je vais juste présenter Future Agency pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas très bien encore. Alors, Léa, désolée. Mais je peux parler en musique. C'est pas un problème. Hop, je vais vous partager mon écran. Je pense que c'est mieux que tu partages. Et je vais vous parler un peu de Future Agency. Alors, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, nous sommes une agence d'expérience innovante, c'est-à-dire que nous sommes à la fois un cabinet de conseil en innovation et à la fois une agence événementielle.
Les 3 piliers qui nous caractérisent, ce qu'on appelle aussi chez nous la FA Touch, c'est l'expérience. On est convaincu que pour apprendre, ça passe par l'expérience. Un autre de nos piliers, c'est le Network Future Agency. On va travailler sur notre réseau, on va vous présenter des acteurs très différents pour vous inspirer. Et la dernière chose, c'est la communication. On est convaincu qu'une expérience passe aussi par la communication pour embarquer tous les participants. La petite nouveauté aussi de 2023, c'est que cette année, on souhaite vous accompagner sur des expériences, sur des parcours sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va concevoir pour vous des parcours sur mesure pour accélérer la transformation de votre entreprise, de passer de l'acculturation à l'engagement. Et pour cela, on peut adjoindre différentes de nos briques, que ce soit des shots d'inspiration, des balades innovantes, des learning expeditions, des workshops, mais aussi des séminaires. Donc voilà pour la courte présentation de Future Agency, mais on se tiendra à disposition à la fin de ce shot d'inspiration pour répondre à vos questions. Et je laisse la main maintenant à Mathieu. Mathieu, merci beaucoup d'être parmi nous. Avec plaisir. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Oui, on t'entend très bien. Merci. Très bien. Je n'ai pas de vue sur l'écran, donc je vous laisse poser les questions dans le chat peut-être au fur et à mesure. Oui. Merci aux deux Léa pour cette introduction. Je m'appelle Mathieu Deboeuf-Rochon, je suis Innovation Manager chez Capgemini Engineering pour la France et j'ai en charge notamment ce qu'on appelle le go-to-market des projets de recherche et innovation, c'est-à-dire essayer de comprendre tout ce que l'on fait au niveau de la recherche chez nous avec nos 200 chercheurs et trouver une résonance pour les partenariats qu'on mène chez le client. Et particularité, le CES, c'est un peu un fil rouge, dans la mesure où ça fait presque 8 ou 10 éditions que j'y participe, avec toujours autant de plaisir, bien sûr, mais tout en gardant à l'esprit qu'au CES, on voit beaucoup de choses et qu'il faut faire naturellement le tri. On parlait de l'Eurnex il y a une minute. Le CES, c'est un vrai engagement, véritable engagement temps, déjà en termes de préparation, véritable engagement également financier. Et il faut trouver, bien entendu, ce retour sur investissement quand on se déplace sur ce type de salon. Bien entendu, souvent, on se demande pourquoi on y va et on va essayer d'y répondre, notamment aujourd'hui. Et je suis par ailleurs l'auteur avec Lionel Tindy, qui est mon acolyte sur ces sujets, du guide de survie du CES, qui est un livre qu'on publie chaque année et qui permet de préparer, vivre et capitaliser sur son CES avec tous les tips and tricks, dont certains que je vous donnerai naturellement aujourd'hui. Je crois d'ailleurs qu'on en a 2 à gagner à la fin de ce webinaire. Voilà. Alors, je vais vous donner tout de suite une cartographie, un big landscape du CES. Le CES, c'est autant on en a l'image, je dirais, d'un salon dans lequel on va aller voir du frigo connecté et du gadget qui fait poète-poète, mais blindé d'intelligence artificielle, autant finalement, c'est pas tant le sujet aujourd'hui de ce salon. C'est un salon qui traite de la connectique, notamment de tous ces sujets des objets connectés et de cette connexion à l'Internet, par la convergence du hardware et du software depuis 10 à 15 ans aujourd'hui. Mais avant tout, c'est un salon électronique. On parlait d'enceinte, on parlait de télé, on parlait un peu de mobilité, mais c'était vraiment un salon électronique. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas changé, même si cette électronique s'est connectée. Donc, on va parler de ce qu'on appelle de vertical technologique, c'est-à-dire tout ce qui va tourner autour de l'IA, de la 5G, des capteurs, du cloud, des robots, des cobots, des exosquelettes, etc. Et puis, on va parler d'horizontal d'usage. C'est-à-dire, c'est surtout les grandes thématiques qui animent le CES aujourd'hui, tout ce qui va tourner autour de la santé, autour de la smart home, autour du retail, de l'industrie, bien entendu, de tous ces sujets qui ponctuent en fait notre quotidien professionnel ou personnel. Puis il y a un sujet dont on parlera assez rapidement, puisqu'on n'a qu'une demi-heure, 3/4 d'heure en ce qui me concerne, et entre Olivier et moi, on pourrait vous en parler pendant des heures du CES. Mais globalement, ce sujet matters cette année, notamment est-ce qu'on est matters compatible? Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, on va en parler dans un instant. Naturellement, le temps nous est compté, mais je vais quand même revenir sur le CES. Ce n'est pas un salon nouveau, ce n'est pas le plus vieux salon de la tech. Le plus vieux, c'est l'IFA de Berlin, qui date du début du siècle. Donc on est presque à sa 100e édition, si je ne me trompe pas. Le CES, c'est 57 ans, je crois 56, 57e édition cette année. C'est un salon qui évolue au fil du temps, au fil des technologies. Alors, je ne dirais pas des tendances à proprement parler, parce que souvent, on vient au CES pour voir les tendances. En réalité, de manière
très concrète. Il n'y a pas de tendance au CES. C'est la lecture du salon, du nombre d'exposants sur une thématique, de l'appropriation d'une technologie particulière par de nombreuses personnes qui viennent présenter leurs innovations, qu'elles soient produits ou services, qui font que cette lecture nous donne, de manière approximative, des tendances qui se dessinent par l'appropriation et l'intégration de certaines technologies. Et donc, en fait, le CES, on y voit des produits, des services, on y rencontre des personnes, c'est un salon extrêmement humain, c'est un salon qui ne peut pas se faire à distance. On le dit souvent, mais le CES, c'est un salon qui se vit, parce qu'à distance, on prend ce que l'on reçoit, c'est-à-dire des communiqués de presse, des vidéos, et on a beaucoup de difficultés à challenger. Alors que ces discussions que l'on a sur place sont particulièrement importantes. Et donc, finalement, il faut lire, il faut voir le CES, le vivre, le visiter, lire entre les lignes de ce salon, comprendre la façon dont il a été utilisé par les sociétés, et puis remonter tout un tas d'informations d'un point de vue scrapping de données pour essayer, entre les données qu'on a récupérées, les vidéos, les communiqués de presse, les rencontres que l'on a faites, les produits que l'on a testés et que l'on a confrontés au marché, essayer d'avoir une grille de lecture. Et c'est cela qui nous donne ce que l'on pourrait qualifier de tendance. L'IA n'est pas une tendance à proprement parler, de la même que la 5G. Par contre, l'appropriation par les utilisateurs, par les entreprises de ces technologies, nous donne cette grille de lecture. Et c'est ça qui nous permet d'esquisser ce que seraient les tendances de 2023 et consorts, et plus, parce que globalement, on s'inscrit sur des cycles à 3-5 ans. Le CES est un salon intermédiaire, c'est-à-dire le salon l'un des plus prospectifs en ce qui me concerne dans la grille de lecture que j'ai, c'est le South by Southwest d'Austin, qui est un salon intéressant dans la mesure où il n'y a que des conférences qu'il va y avoir. Et ces conférences esquissent le futur, notamment sur un site qui s'appelle 2050, de ce que sera l'impact de la technologie sur la société au sens large. Et finalement, 2 à 5 ans après, en fonction des technologies, en fonction des projets, on va retrouver quelques intégrations technologiques, quelques POC, quelques MVP sur le CES de Las Vegas. Et globalement, 3 à 5 ans après le CES de Las Vegas, on retrouvera à l'IFA de Berlin totalement intégré dans divers objets, l'ensemble des solutions qu'on a pu voir. Donc c'est un cycle en fait qui dure entre 3, 5 et 8 ans et qui nous permet de voir ce que seront effectivement les intégrations technologiques à venir. LG, par exemple, qui présente depuis longtemps LG ThinQ, qui est son intelligence artificielle, qui aujourd'hui est totalement intégrée dans l'ensemble de ses produits, que ce soit télé, que ce soit lave-linge, sèche-linge, etc., et qui va nativement optimiser diverses choses comme le cycle de l'eau, les ressources énergétiques, etc., et dont on parlait déjà il y a quelques années au CES de Las Vegas, et qui naturellement se retrouve aujourd'hui intégré dans tous les objets de la marque à l'IFA de Berlin. Donc ça, c'est pour vous situer un peu le CES et dire que le CES, finalement, c'est le lien entre, d'un côté, des concepts, de la prospective, puisqu'il y a aussi des projets de recherche extrêmement passionnants. Il y a différentes zones. Le CES, c'est sur toute la ville de Las Vegas. 3 grandes zones identifiées. Le Convention Center, sur lequel vous allez retrouver les grands stands type Google, Samsung, BMW, Mercedes, Qualcomm, etc. Et puis l'Eureka Park, qui est plutôt sur le Vénitian. Et là, vous allez avoir les startups, vous allez avoir des délégations régionales, etc. Donc sur plusieurs niveaux, parce qu'il y a l'Eureka Park pour les startups principalement, et puis ce qu'on appelle le Venetian Expo Center. Et une dernière zone qui est à même de grandir, puisqu'elle grandit de mètre carré en mètre carré tous les ans, et qui est une zone plutôt sud de Vegas, vers l'ARIA, et dans laquelle on va plutôt parler cloud provider, dans lequel on va parler de contenu, avec notamment du Netflix, du Adobe, tous les services de streaming que l'on va pouvoir avoir. Et là, c'est une orientation peut-être plus data marketing, contenu qui est en train de se mettre en place, avec notamment la présence de TikTok cette année, entre autres. Voilà. Donc en fait, on va couvrir, et le salon évolue au fur et à mesure de ces thématiques. Il y en a quasiment 48, donc cette année, si je ne me trompe pas. Et donc en fait, c'est un salon tentaculaire dont vous ne pouvez pas tout voir. C'est pour ça que la préparation est essentielle. Et cette préparation que vous allez conduire sur quasiment 2 mois à 3 mois en amont du salon va vous permettre d'avoir 3 à 4 jours extrêmement efficaces sur place, et ensuite un travail de restitution à la fin. C'est un salon tentaculaire puisqu'il y a 3500 exposants. Alors, nous, on a scrappé 800 startups, enfin 600 et quelques, mais 1800. Donc, on est à peu près entre 6 et 8. 110 000 visiteurs, donc on revient sur une situation à peu près normale. Et puis surtout, ce que l'on va chercher au CES, c'est la résonance médiatique. C'est-à-dire qu'on ne soit pas exposant aux visiteurs et qu'on ait besoin des fois de faire des communiqués de presse ou d'y exposer, on vient chercher cette résonance média. C'est ça qui en fait le salon le plus influent de la tech aujourd'hui à travers le monde, c'est parce que tout le monde entend parler du CES. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles, par exemple, privilégient ce salon plutôt que d'autres
pour ces raisons, notamment parce que convergence entre l'hardware et le software, softwareisation du véhicule qui devient un logiciel roulant à proprement parler. Et donc, naturellement, c'est un salon emblématique pour tous les constructeurs automobiles qui viennent faire leurs annonces, principalement ici, leurs annonces de partenariat, notamment avec tous ces médias présents. Alors, on nous demande pourquoi souvent on va au CES. On y va parce qu'on est capable en 4 jours, 3 vrais et 4 moyens, de conduire un nombre de réunions sur place absolument énorme, dans la mesure où la moyenne se situe aujourd'hui à 29 réunions qui sont conduites sur site, avec 60% de la tendance qui est quand même du CEO, du décideur, du C-level, des personnes qui sont décisionnaires dans un processus d'attribution de marché, de projet, d'appropriation d'une technologie, de choix techno, qui en font naturellement une place de marché extrêmement importante et intéressante pour du réseautage professionnel. Et globalement, on dit souvent ce qui s'est passé à Vegas reste à Vegas, mais je peux vous assurer que depuis toutes les années où je fais ce salon, l'intérêt manifeste de toute la tech au sens large, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit purement software, etc., démontre ô combien ce salon est clé, et la disponibilité d'esprit des personnes qui sont présentes est sans pareil par rapport à des difficultés d'organisation classiques que l'on pourrait avoir, ne serait-ce qu'en France, en Europe, par rapport aux emplois du temps de chacun. Quand on est sur place, on peut rencontrer des personnes et tout le monde, naturellement, se prête au jeu dans des journées qui sont extrêmement longues. Il faut compter qu'une journée au CES, c'est environ, en ce qui nous concerne, c'est 21 heures de travail, c'est debout 5 heures et puis coucher entre 2 heures et 3 heures du matin, et que globalement, ça ne s'arrête jamais pendant 3-4 jours. Donc, vous êtes systématiquement sollicité et en sollicitation. Donc, c'est le sujet. Alors maintenant, les grandes thématiques qui nous ont animés cette année. Alors, naturellement, le grand marronnier du CES, c'est quand même l'aspect sustainability, donc la durabilité qui est clé, sur laquelle on va retrouver tous les sujets qui peuvent s'y connecter. Avant de revenir sur l'aspect durabilité, la grande thématique ombrelle, je dirais, c'était le partenariat entre la CTA, qui est l'organisateur du CES, et l'initiative poussée par l'UNESCO qui s'appelle Human Security for All, et qui adresse en fait l'impact de la technologie sur la société, les êtres humains et les entreprises. Et si on prend les 45-48 thématiques du CES, ce qui est intéressant en fait, c'est de noter que tous les stands, tous les exposants, tous les projets qui étaient présentés, finalement, peuvent trouver une résonance dans l'accès à la santé, les problématiques de food security, les problématiques de protection environnementale au sens large ou de mobilité, etc. Et tous ces sujets peuvent s'y agréger. Quand on parle de mobilité au CES, c'est autant de la mobilité alors, multimodale et tout ce qu'on veut, bien entendu, mais de la mobilité qui va terrestre, ferro, tout ce qui va être mobilité aérienne, bien entendu, navale, et puis les mobilités individuelles, collectives ou semi-collectives, en ce qui concerne du sharing, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les acteurs, enfin en tout cas un grand nombre d'acteurs de la mobilité qui viennent présenter des solutions, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. De même que la santé, on voit bien naturellement qu'il va y avoir autant du wellness monitoring, donc sur le monitoring du bien-être au quotidien de l'ensemble des personnes qui composent la population, que l'accès à la santé à proprement parler, sur le suivi de certaines maladies chroniques ou pathologies rares pour lesquelles la technologie pourrait naturellement avoir un levier d'efficacité. Et donc, au travers de cette thématique, en fait, la CTA s'inscrit dans une dimension qui est la sienne depuis longtemps, mais qui la marque de manière un peu plus forte, en tout cas pour 2023, qui dit que naturellement, on est sur une tech au service d'un meilleur lendemain. L'année dernière, c'était meilleur futur. Cette année, c'est un petit peu plus près, très certainement. Mais en tout cas, on esquisse l'impact de la techno sur le long terme. Alors, dans l'aspect durabilité, il y a... Alors, je vous ai sélectionné cet exemple de Geeko parce qu'il est très intéressant pour vous expliquer... en tout cas, ce que nous, Lionel et moi, on a pu en extraire, c'est de se dire que oui, il y a un aspect de durabilité, mais un peu différent cette année. Dans la mesure où ce que l'on constate sur de nombreux stands produits, c'est une forme de découplage entre l'utilisateur et la technologie. Cet aspect de découplage, c'est la possibilité nativement, par l'usage de la technologie ou d'une innovation, de permettre de préserver le confort et l'utilisabilité native de chaque produit ou service,
avec une optimisation des ressources énergétiques ou des ressources matérielles ou des ressources utilisées, comme l'eau par exemple ici, depuis la tech. C'est ce projet que présente Gico, et donc c'est, pour vous situer, la capacité de prendre une douche, ni plus ni moins, et de récupérer la chaleur des eaux usées pour chauffer de façon instantanée et illimitée l'eau froide entrante nativement. Donc on va optimiser le processus de chauffe et donc limiter l'utilisation de l'énergie à des fins de chauffer tout simplement l'eau. Ça, c'est une forme de circuit court. Alors, ce qui est intéressant, l'année dernière, on était plus sur une année un peu Covid, avec un CES de moindre ampleur, parce qu'il n'y avait que 45 000 personnes sur place, en tout cas. C'était un processus assez similaire, mais qui permettait de retraiter, avec un traitement par luminescence, de retraiter finalement le cycle de l'eau pour la purifier. Donc, on préservait la chaleur. La chaleur était produite par la douche, par le processus de chauffe classique. Par contre, on réutilisait, donc on consommait beaucoup moins d'eau, puisqu'on décontaminait l'eau par un traitement à la lumière et filtre, bien entendu, dans un processus continu. Donc là, c'était une autre solution. Cette année, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on garde en fait le même confort, on utilise cette technologie pour réchauffer l'eau froide. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors, Aqua Robotique, par exemple, a proposé des choses très intéressantes également dans cette même logique. Deuxième point qui me paraît essentiel, naturellement, il y a le découplage et de l'autre côté, la fonctionnalisation des pièces. C'est-à-dire qu'on va retrouver aujourd'hui cette fonctionnalisation des pièces, la capacité d'un matériel ou d'un matériau à devenir intelligent et à répondre à une fonction. J'entends par là qu'on a longtemps parlé du châssis de la voiture qui allait devenir une batterie ou qui devenait une batterie. Là, nous sommes sur une carrosserie, sur un partenariat entre Plastic Omnium et Greener Wave, qui présente finalement cette carrosserie équipée de fonctions, donc nativement dans la carrosserie, d'un radar d'imagerie 4D pour mieux comprendre l'environnement. Quand on parle de mobilité, et plus encore de voiture intelligente, même si l'intelligence de la voiture est une chose passée d'un point de vue mineur, je trouve, en tout cas cette année sur cette édition. On n'est plus trop sur l'autonomie de la voiture en termes d'intelligence, on est vraiment sur la compréhension de l'environnement, la partie sécurité qui est déjà traitée, et puis le sujet qui est plutôt le confort à bord, les services qu'il va pouvoir y avoir, et puis la conduite assistée pour le conducteur. Et donc, en tout cas, cette capacité à mieux comprendre son environnement dans les protocoles dont on parle beaucoup, notamment V2X. Donc, on parlait du vehicle to vehicle, le V2V il y a quelques temps. Cette année, c'est la voiture, enfin depuis quelques années, mais en tout cas, ça prend une dimension plus importante. Cette année, c'est vraiment la voiture qui se connecte à l'environnement avec tout le sujet. Peut-être certains d'entre vous sont dans des collectivités territoriales, dans des régions, dans des infrastructures de transport. On voit bien la difficulté aujourd'hui à répondre à la question de qui porte le coût du développement de l'infrastructure qui permettrait à la ville de communiquer avec tous ces objets de mobilité ou à tous ces objets de mobilité de communiquer avec la ville pour qu'il y ait une forme d'interconnexion des services entre eux. Ça, c'est le grand sujet sur lequel on ne peut pas encore craquer le coup pour passer à l'échelle, c'est qui porte le coût véritable de ces sujets. En tout cas, cette année, sur le CES 2023, il y avait quand même ces deux éléments qui étaient importants, la partie découplage et la partie de fonctionnalisation des pièces qu'on a retrouvées sur beaucoup de stands. Alors, naturellement, ensuite, il y a des grandes thématiques du CES. On parle notamment d'intelligence artificielle depuis, je dirais que la première fois qu'on en a vraiment parlé au CES, c'est vraiment d'un point de vue résonance médiatique. Encore une fois, parce que l'IA a toujours existé, mais c'était plutôt 2016-2017, je dirais même 2017, avec Amazon, qui était presque même pas présent, et donc on appelait d'ailleurs Voldemort à l'époque, parce que tout le monde en parlait, mais personne ne le voyait. Et c'était sur le lancement d'Amazon Alexa. 2018, on a parlé d'intelligence artificielle encore une fois, mais cette fois c'était Google qui arrivait avec son Google Assistant. 2019, ça a été la guerre des IA, qui allait prendre le marché, parce qu'il y avait Google d'un côté, il y avait Siri de l'autre, il y avait Alexa, et puis qui allait prendre le marché pour avoir une appropriation de la technologie, notamment dans les voitures. Les constructeurs qui ont dit, nous, ce n'est pas notre problème, on prendra tout le monde. Et puis finalement arrive aujourd'hui des premiers vrais concepts d'intelligence artificielle générative, dont la résonance 2022, fin 2022, autour de ChatGPT,
plus encore depuis hier avec le lancement du chat GPT de Google et de tout ce qui va avec, des IA génératives qui vont intégrer nos outils. Alors, intégrer nos outils de plein de manières. C'est une société canadienne qui a présenté Ask Polly et qui est une intelligence artificielle générative qui, en fait, va générer des études de marché à la volée sur un échantillage probabiliste de maturité d'achat dans un cycle, dans un parcours consommateur, par rapport à des données qui sont issues des réseaux sociaux et qui sont, qui plus est, organisées de manière purement géographique. Et donc, on a finalement ce chat GPT des études de marché qui permettra un meilleur adressage publicitaire dans les années qui viennent, même si aujourd'hui, en tout cas, le sujet semble assez intéressant, voire même pertinent. On imagine bien que l'intelligence artificielle générative va permettre de traiter des échantillons de données et de déduire de choses qui sont absolument intéressantes. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé ChatGPT, je vous invite quand même à l'essayer parce que c'est aujourd'hui, en tout cas, une complémentarité très significative entre l'être humain et l'intelligence artificielle à laquelle il faut se confronter dans la mesure où aujourd'hui l'intelligence artificielle est partout, plus encore depuis en tout cas la percée de ChatGPT d'un point de vue médiatique parce que ce projet date quand même un peu. Deuxième point important après les IA, la problématique des protocoles. Et notamment ce qu'on appelle des écosystèmes d'interopérabilité, dont Matters fait partie. Matters qui est, je parlais de Google où tout le monde était Alexa compatible en 2017, ensuite tout le monde voulait être Google compatible, ensuite il y a le mouvement GAFAM Free pendant 2 ans, il fallait s'affranchir des GAFA et ne plus subir les dictats des géants de la tech. On y est revenu, Vivatech en est un des exemples avec le partenariat entre Google et Renault par exemple. Là on est typiquement Matter sur un protocole commun aux géants de la tech, mais pas que, qui permet finalement à chacune des intelligences artificielles de travailler avec des écosystèmes qui ne sont pas natifs. J'entends par là qu'Amazon a présenté avec Panasonic SkipGen, qui est un système d'entertainment embarqué dans les voitures et qui est compatible CarPlay. Donc, on va pouvoir faire interagir des intelligences artificielles qui sont totalement différentes, celle d'Amazon par exemple, sur un écosystème CarPlay. Et donc, on a aujourd'hui la capacité de connecter son téléphone qui va travailler par exemple qui va utiliser Google Assistant, mais de le passer au travers d'un filtre qui ne serait pas natif de Google par exemple et qui pourrait être porté par Amazon. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la mesure où on arrive au bout de la croissance de l'IoT aujourd'hui et finalement la nécessité de commencer à trouver des nouveaux océans bleus, des nouveaux relais de croissance. Et ça ne passera en tout cas que par les agents d'interopérabilité qui permettront à tous les écosystèmes de se connecter entre eux, qu'il s'agisse de ceux développés par Leroy Merlin, de ceux développés par Schneider, de ceux développés par tous ces acteurs de l'IoT, autant que du Amazon, autant que du Google ou autre, ou du Hue de Philips, pour ceux qui ont des ampoules connectées chez eux. Le Hue Philips me permet de passer sur un autre sujet, alors en même temps qui est une troisième thématique intéressante sur le CES cette année, qui sont la captation de données, un des projets qui a été présenté d'ailleurs français, qui permet aujourd'hui, alors avant on s'équipait de capteurs sur soi, c'est-à-dire de montres Garmin, de capteurs de données Fitbit, de balances connectées, etc., voire même d'Apple Watch pour les plus fanats de marque à la pomme. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit depuis 2 ans quasiment arriver, et qui cette année se confirme assez bien, c'est notamment l'utilisation de l'environnement comme un Internet diffus qui permet de capter de l'information. Les ampoules, par exemple, vont permettre de capter de l'information. Ces ampoules vont, par exemple, capter une posture, vont permettre de capter un cycle de respiration, des problématiques de rythme circadien, l'analyse de votre sommeil, tout ça par un capteur décentralisé qui va permettre finalement de s'affranchir de la collecte d'informations directement depuis un capteur posé sur vous. Alors, sur vous ou en vous, on pourra discuter, mais globalement, la question de la captation d'informations sur l'homme ou nativement sous-cutané n'est plus une question de si, mais plutôt une question de quand. Alors bien que ça arrive aujourd'hui par des circuits qu'on va pouvoir se poser sur la peau, sous forme de décalcomanie, de piles comme on a pu voir sur le stand du CEA, qui permettent de manière extrêmement réduite, on va dire microscopique, d'alimenter une source d'énergie pour une suivi de pathologie. Donc là, cette captation décentralisée est intéressante à noter et à relever. Le slide que je vous montre, c'est une intégration technologique
décentralisé, plutôt entertainment et plutôt sport, en l'occurrence B2C. Et donc, c'est Oki qui a intégré cette vidéo dans l'application mobile, c'est ce que vous voyez dans la vidéo, une analyse du cycle de la façon dont vous courez avec des recommandations pour évaluer votre technique, vous donner des conseils pour améliorer l'ensemble des points qui vont être relatifs à votre course et à la façon dont vous courez, donc prévenir les blessures, améliorer votre performance, etc. Et ça, c'est quelque chose qui était quasi indisponible pour du B2C il y a encore quelques années. On voit que l'intelligence artificielle, grâce aux capacités du cloud, dont on parle depuis quand même quasiment 10 ans, on est quand même sur des sujets qui sont relatifs à l'IA as a service. Et donc, en fait, cette capacité d'utiliser finalement des algorithmes de plus en plus plug and play, de plus en plus accessibles, de plus en plus faciles. Alors, on arrive, j'étais encore sur une conf il y a quelques jours sur les sujets relatifs à l'intelligence artificielle dans le marketing. Les marketeurs est-il mort? En réalité, le marketing n'est pas mort, le marketeur, c'est un peu différent, dans la mesure où sa complémentarité avec l'IA, je le soulignais il y a un instant, est aujourd'hui fondamentale. Donc, en fait, il faut vraiment intégrer cette dimension comme étant déterminante d'être complémentaire à l'IA. Je ne parlerai pas trop des sujets autour des univers immersifs, métavers, ou des technologies d'immersif, parce que je sais qu'Olivier va en parler dans un instant, mais c'était un pan extrêmement important de ce CES. Donc, quand vous voulez de l'immersif, il y a de quoi vous nourrir, mais vous le serez dans un instant avec Olivier. Le CES, c'est à peu près toutes ces grandes thématiques que je vous ai listées, mais après, il y a quand même une résonance médiatique plus forte sur 3 grands sujets. Le premier, c'est de considérer que le Consumer Electronics Show, c'est aussi et surtout aujourd'hui le Cars Electronics Show. Dans la mesure où la plupart des constructeurs automobiles, et je faisais encore un débrief sur l'auto et la mobilité par le prisme du CES lundi de la semaine dernière, c'est affolant le nombre de partenariats officialisés au CES entre des acteurs du cloud, de l'intelligence artificielle, de la captation d'informations, du processeur et des acteurs purement auto comme Honda, BMW, Mercedes, Hyundai. Tout le monde était présent sur le CES et ça, c'était absolument intéressant. Le sujet que je vous ai présenté là, j'aurais pu en citer l'autre, mais en tout cas, celui-ci est intéressant parce que ça fait quelques années qu'on le voit. Depuis 2020, Sony a présenté son concept Vision S et cette année, ils sont revenus avec le Sony Vision S1. Il y a en 2020, on se disait tous, mais Sony arrive, mais quand est-ce qu'Apple va s'y mettre parce que tout le monde est à la course à la voiture. En fait, ce qu'a fait Sony, c'est le meilleur de ce qui est core chez lui, c'est-à-dire sa capacité à créer de la technologie au service du divertissement, des expériences immersives, du contenu. Et ça, c'est quelque chose qui est assez marqué. Ils ont fait ce partenariat avec Honda, c'est une joint venture qui s'appelle Sony Hyundai Mobility, avec ce projet Afela. Et ce concept Vision 1, qui est finalement la voiture électrique qui réunit finalement le meilleur d'Honda dans sa technologie de mobilité électrique, le meilleur du calcul et de la capacité à traiter de l'info avec Qualcomm et Epic Games sur la partie contenu. Et en fait, Sony, finalement, est le réceptacle de tous ces éléments pour faire ce qu'il fait de mieux de l'intégration technologique et du produit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui plus est parce que cette voiture est designée, alors bien qu'elle soit censée être en partie, en tout cas avec des fonctionnalités d'autonomie, il y aura toujours un volant, pour l'instant en tout cas c'est ce qu'on constate, et 45 capteurs et caméras qui équipent tout l'extérieur du véhicule pour assurer une compréhension de l'environnement. Et c'est en cela que finalement on s'intéresse cette année sur le CES beaucoup à ce qui se passe dans la voiture, un peu moins de ce qui s'en passe en dehors, parce que finalement le sujet de l'autonomie il est presque traité, alors même si on sait que le niveau 5 on n'ira pas ou peu, en tout cas ces sujets sont intéressants à noter. Problématique pour eux, c'est d'attaquer le marché sous la marque Afela pour ce modèle Vision S1 d'ici à 2026, en tout cas c'est leur sujet, et pour rentrer en front de Lucid ou Tesla sur des sujets de véhicules plutôt premium. J'en parlais comme deuxième grande thématique majeure de ce CES, ça reste quand même la santé, on en parle pareil, le CES et la santé c'est quelque chose d'extrêmement parlant, notamment sur 2 sujets, santé connectée
et Wellness Monitor. Non, ma vie. Alors sur la santé connectée, bien entendu, Abbott, qui est présent depuis 2 ans notamment. Alors l'année dernière, c'était sous forme de conférence retentissante, la conférence, transformation finalement du modèle d'industriel de la santé en modèle software orienté. Donc on est vraiment sur des sujets passionnants, miniaturisation de la technologie, des vrais sujets deep tech, d'ailleurs avec le CEA. Des sujets d'algorithmes absolument passionnants, mais également de compréhension autour du digital twin du cœur. On pourrait penser d'ailleurs à Dassault sur ces sujets, qui étaient d'ailleurs présents encore une fois sur les problématiques de digital twin. Enfin, voilà, Abbott est, en tout cas depuis 2 ans, un acteur très intéressant à analyser sur le CES. Moi, j'ai choisi de vous parler aussi de ce qui se passe dans le cerveau. On parle d'interface cerveau-machine, Alphabet et Garmin ont présenté une collaboration sur un projet pilote, un projet d'une maturité pas proche du marché clairement, mais qui travaille en tout cas sur ce sujet du neurofeedback qui va permettre aux sportifs, plutôt professionnels, de travailler notamment le pilotage de la performance mentale, de la santé mentale des sportifs, pour permettre aux entraîneurs de mieux comprendre le lien entre le corps et l'esprit des sportifs qu'ils gèrent et les performances mentales qui sont associées aux performances physiques. Et c'est un travail qui permet à la fois de capter de l'information sur l'activité cérébrale tout en monitorant les performances et en étant capable, sous forme de différents jeux, d'accroître cette performance mentale et d'avoir un impact très direct sur les performances sportives. Ça, c'est un sujet très avant phase, très en avance de phase. On est plutôt sur du POC. On essaie de démontrer une valeur et en fonction de ça, on verra peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans des sujets assez intéressants. Autre sujet que j'ai trouvé dingue sur l'intégration technologique, la miniaturisation, c'est le projet YouScan. On a beaucoup parlé dans les médias, qui est porté notamment par WeThings et qui permet de faire une analyse d'urine à chaque fois que vous allez pouvoir aller aux toilettes avec ce petit galet que vous allez plugger dans vos toilettes, qui va se nettoyer à chaque cycle de chasse d'eau et qui va permettre à la fois finalement de capter de l'information pour notamment les femmes sur les cycles menstruels, mais aussi sur les problématiques pour tout le monde, hommes ou femmes réunis, d'hydratation, de nutrition et de monitoring finalement de son alimentation et de son bien-être. Le tout vendu aux environs de 500 €, c'est pas forcément donné. Toute la problématique qu'on a, c'est quand même la traçabilité des datas et puis le lien qu'il pourrait y avoir à un moment ou à un autre entre les datas d'un côté et puis l'attribution d'un prêt, la condition d'accès à une assurance, etc. Donc on peut imaginer que derrière, il y ait un cadre à définir à terme par le régalien qui permettrait de clarifier très clairement la façon dont ces données pourraient être utilisées sur le long terme, dans la mesure où il pourrait y avoir une incidence sur la vie de chacun des citoyens d'une manière ou d'une autre et créer des problèmes d'équité sur des traitements purement de projet. Alors, je vous ai mis celui-là parce qu'en fait, celui-ci m'a fait mal aussi. Il fait quasiment la même chose, mais il a été présenté par une autre délégation et il fait finalement les mêmes fonctionnalités, mais beaucoup plus gros, parce que c'est toute la cuvette qui doit être changée. Donc là, vous avez, adapté, c'est un gros socle que vous mettez, comme si vous installiez un tablette japonais, par exemple, chez vous. Et donc, vous avez tous ces... voilà, c'est pour vous montrer les problématiques d'intégration technologique, de miniaturisation. Des fois, vous allez voir le même projet présenté par 2 pays différents, 2 startups différents ou 2 sociétés différentes, qui n'a pas du tout les mêmes choix technologiques, qui n'a pas les mêmes sujets d'intégration. Et c'est ce qui fait que le CES est une véritable tour d'observation, pendant 2-3 jours. Alors, c'est 3 jours vraiment, et puis le 4e, généralement, c'est toujours un peu plus compliqué. Et pour que ces 3 jours ou 4 jours soient véritablement efficaces, on doit se préparer. Cette préparation, elle se fait bien entendu en amont, généralement à partir de mi-octobre, par l'identification des tendances, des sources des communiqués de presse qui commencent à arriver. Et puis ensuite, vous avez tout votre processus de veille qui trouve une résonance avec les parcours que vous avez déjà fait, etc., pendant ces 3 à 4 jours sur place. Et puis au retour, c'est tous les débriefs qui sont nécessaires aussi pour comprendre, pour lire entre les lignes, parce qu'un CES qui n'est pas préparé est un CES raté, et puis un CES qui n'est pas analysé à votre retour, qui n'est pas décrypté, c'est un CES qui n'aura pas de valeur. Et donc, pour en générer de la valeur, c'est tout le travail que l'on va mettre dedans pour essayer de trouver ensuite des actions de rapprochement entre start-up et grands groupes, de rapprochement avec des acteurs de la tech,
et de faire en sorte que ces 4 jours sur place, pour qu'ils soient efficaces, vous n'allez pas générer du business sur place à proprement parler. Par contre, tout ce que vous allez en comprendre derrière, toutes les actions que vous allez mener ensuite vont vous permettre d'adresser une roadmap sur les quelques mois qui suivent le CES et qui vous ramènent très vite dans un cycle où vous repréparez le suivant, et puis ça devient un continuum, finalement, un fil rouge tout au long de votre carrière, et qui est ponctué de tous les autres salons que je vous ai montrés, qui sont nécessaires pour comprendre tout ce qui se passe dans la tech et, par ces tendances, identifier quelles sont les actions à mener dans sa stratégie. Voilà les propos que je voulais vous tenir, sachant que le deuxième point, vous l'aurez compris, c'est le dernier point, c'est le métaverse, et Olivier vous en parlait. Vous n'avez pas parlé de tous les trucs un peu gadgets que l'on trouve. C'est ça aussi le CES. En tout cas, je vous invite vraiment à faire le tour. Et puis, je vais laisser la parole à Olivier qui, lui, va parler des sujets relatifs au métaverse, aux univers immersifs. Je te laisse le micro. Merci Mathieu. Donc moi je suis Olivier Laborde, je laisse Léa prendre la main sur la présentation. Je travaille dans un groupe bancaire, BPCE, en tant que leader innovation et transformation digitale. Donc plutôt le lien avec tout ce qui est start-up et fonds d'investissement, et à l'affût des projets innovants et transformants qui pourraient arriver dans ces prochains mois. Je suis également auteur et j'écris des chroniques. Voilà, je suis passionné par la tech comme Mathieu, et donc j'adore aller sur les salons, dénicher, explorer un petit peu le monde de demain, et j'aime le partager. Donc j'écris des chroniques sur force.fr ou sur Harvard Business Review, et parfois des livres comme Innover ou disparaître, et le tout dernier, Social Commerce, que vous pourrez gagner. Je crois qu'il y a 2 exemplaires à gagner si vous restez jusqu'à la fin. Mathieu a très bien décrit le CES, et donc c'est vrai qu'il faut se préparer. Je le dis également, et je sais qu'il le fait pour les startups. Il ne suffit pas de prendre un stand. Un stand, ça ne sert à rien, ou c'est gâché si jamais on va au CES juste pour les 4 jours. Il faut préparer 2 mois à l'avance. Et ça, c'est pour, on va dire, les startups ou les innovateurs, entre guillemets, comme Mathieu et moi. Après, Future Agency vous expliqueront peut-être, certainement, à la fin, comment on peut être accompagné pour être quelque part guidé complètement et profiter au maximum. Un autre point, juste avant de commencer, Mathieu en a parlé, c'est vrai qu'il y a 60% de C-level. Les gens sont vraiment décontractés, c'est-à-dire qu'ils jouent le jeu. Vous avez des personnalités publiques, vous avez des maires, des conseils généraux, des grands patrons d'entreprises, et tout le monde joue le jeu. Vous pouvez même tutoyer, et vous allez pouvoir discuter, peut-être pas 10 minutes avec le ministre de l'économie numérique, mais vous pouvez le croiser dans un événement en dehors du salon ou dans le salon, et discuter 5 minutes avec lui pour lui faire un petit pitch si vous avez besoin de le pitcher. Alors, Mathieu a fait un overview très intéressant de tout ce qu'est le CES. Et en fait, après, on peut faire 2 choses. Donc, il y a cet overview qui est vraiment absolument nécessaire. Et puis après, vous pouvez faire ce que j'appelle des deep dives. C'est-à-dire que vous avez... il a montré la santé connectée, la mobilité, le green. Mais il faut imaginer que vous avez peut-être 50 startups ou 60 startups. Donc, quand vous êtes un grand compte, je vais dire, sur la mobilité. Mathieu en a parlé pendant 10 minutes, mais il y avait 300 exposants. Vous pouvez passer, même en 4 jours, vous n'allez pas tout voir. Donc c'est vrai que des sociétés qui sont intéressées par le CES, c'est à la fois, effectivement, voir toutes les tendances, mais c'est également faire un deep dive et un zoom sur des particularités, et vous allez avoir des personnes comme Mathieu ou moi qui vont vous faire des débriefs personnalisés, ou bien génériques, ou bien personnalisés sur la mobilité, sur la robotique, sur l'IA, et donc maintenant sur le métaverse. Alors le métaverse, Web3, vous savez que c'est un peu un terme marketing, un terme en tout cas chapeau, qui recouvre énormément de choses. Je discutais hier avec un expert, entre guillemets, impossible de se mettre d'accord sur une définition de ce qu'est le Metaverse. Et donc, il y a énormément de dimensions. En fait, le Metaverse a fait sa première vraie rentrée l'année dernière. C'était un petit peu présent, mais c'était un peu du Metaverse washing. Et cette année, en fait, ils étaient présents à 2 endroits. Alors, Mathieu vous a expliqué les différents endroits de Las Vegas.
Donc, au Convention Center, vous aviez un studio Web3 qui était plus ou moins sponsorisé par Coindesk et qui était très orienté sur Metaverse, qui était plutôt sud-coréen, mais également tout ce qui était immersif. Alors, quand on parle d'immersif, et tu peux tourner la page, en fait, l'idée, c'est l'Internet immersif, c'est ce Metaverse. En tout cas, c'est une des visions. Certains vont dire c'est de la blockchain, d'autres qui vont dire c'est décentralisé. Bon, il va y avoir une bataille et le marché va le dire, mais en tout cas, il y a cette notion et cette dimension d'immersion et de pouvoir comment se projeter et vivre cet Internet 3D. Donc là, j'aime bien, moi je fais des focus sur les startups. Donc sur Skinetic, c'est une veste haptique, donc c'était une nouvelle version, ils étaient déjà là présent l'année dernière, et ça va vous permettre au sein d'un univers virtuel de vous immerger et de ressentir. Parce que c'est finalement ça qu'on va ressentir. Alors, vous savez qu'on a 5 sens, donc ça va être déjà un premier sens au-delà du visuel. C'est un deuxième sens avec l'immersion. Donc aujourd'hui, c'est très gaming, forcément. Donc vous allez jouer et vous allez ressentir des chocs. Si vous êtes en voiture, si vous êtes dans un jeu de combat, vous allez prendre des coups éventuellement et en donner, mais les coups que vous allez recevoir, vous allez vraiment les ressentir. Si vous êtes dans une rue où il va pleuvoir, vous allez ressentir la pluie. Alors certains, donc il y a la veste, bien sûr, vous allez pouvoir avoir des acteurs qui vont vous proposer des gants, pouvoir ressentir également et avoir le toucher. Et puis, il y avait une petite start-up, je crois que c'était au Convention Center, qui a commencé à imaginer des petites boules d'odeur qui mélangeaient pour pouvoir donner l'odorat. C'était un peu une des premières fois où vous pourriez avoir de l'odorat. Voilà pour l'immersion. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire avec donc ces métaverses? Alors, vous avez plusieurs choses, manière de le faire, comme je l'ai dit. Vous avez des grands acteurs qui vont proposer, puis il y a des petits acteurs qui se jettent un petit peu dans la bataille et qui proposent leur propre vision. Donc là, vous avez Versico, c'est une start-up israélienne que je trouve assez intéressante, puisque finalement, elle est dans l'expérience du fan. Alors, du fan, pour commencer, fan soccer. Alors, bien sûr, le marché, quand on parlait du football, il est énorme. Donc, je dirais, vous avez bien trouvé. Et donc, ils vont se lancer pour proposer aux fans, et surtout d'abord aux clubs de football, et je crois qu'il y a un exemple après que je montrerai avec Manchester City, toute une dimension d'immersion et d'expérience. Alors, en fait, aujourd'hui, un club de football, aujourd'hui, je caricature, mais il propose finalement le ticket de voir un match pendant 2 heures. Je caricature parce que c'est un peu plus que cela maintenant. Mais là, l'idée, c'est vraiment de proposer tout au long de l'année une expérience. Et pour ça, vous avez des gamifications. Alors, bien sûr, vous avez une IA qui va vous guider. Mathieu parlait de les génératives IA, et je crois beaucoup, notamment pour, on va dire, humaniser, entre guillemets, en tout cas, activer des avatars qui pourront être présents tout au long de l'année. Sinon, parfois, quand on se balade dans un métavers, c'est un peu désert pour l'instant. Et ça va proposer des jeux. Et l'idée, c'est aussi de mixer. Je pense que ça, c'est une voie à suivre pour les marques, de mixer le réel et le virtuel. Donc, vous allez avoir à la fois des chasses au trésor, à la fois des rencontres avec des stars de ce club de football au sein de ce métaverse, de cet univers virtuel, mais également pouvoir acheter des maillots signés par les stars préférées. Je vous laisse la vidéo, j'espère que le son fonctionne, juste après. Alors, la vidéo, je ne l'ai pas. Bon, il y avait une vidéo dans mon PowerPoint, mais c'est pas grave. Je vais essayer de la mettre. Tu y arrives ou pas? Je vais essayer tout de suite. Alors, si les slides, c'est pas PPT, vous ne l'aurez pas, mais sinon, vous la trouverez sur Internet. Ça devrait le faire dans 2 minutes. Donc, bien retenir, ça, c'est un premier acteur. Il propose donc clé en main et donc avec la charte des clubs de foot, un univers complètement immersif avec différents axes, puisque l'enjeu, je ne sais pas si vous avez, et je vous engage d'ailleurs à créer des comptes sur Decentraland et sur Sandbox ou sur d'autres univers. L'enjeu, c'est vraiment le trafic aujourd'hui. C'est à la fois logique, certains peuvent se moquer, mais d'autres se disent que c'est les premiers pas. Et en tout cas, je vous invite à y aller pour aller découvrir un petit peu ces technologies de demain. Sinon, je continue. C'est bon, c'est vrai.
Vous êtes animé par un avatar, hein, donc vous êtes dans le stade. Il faut imaginer que c'est les couleurs de Manchester City, si vous êtes fan de Manchester City ou sinon d'un club portugais, sinon comme le Sporting. Et donc l'idée, c'est vraiment que de vous balader. Donc il y a les chasses au trésor, mais il y a également, vous allez voir le store, mais également la salle au trophée. Et bien retenir, en tout cas, au-delà de ce décor qui est très, très léché, c'est vraiment de faire vivre l'expérience du fan tout au long de l'année et non pas seulement juste pour le match qui dure 2 heures. Ça, c'est vraiment un enjeu. Alors, de revenus, certains le diront, mais certainement, surtout pour moi, d'expérience. Merci Léa. Alors après, il y a un acteur que je trouve intéressant, c'est comment on peut y aller. C'est pour ça que je vous ai proposé de le montrer. Alors, pareil, tout à l'heure, je disais, il y avait 50 startups sur le Web3. Donc, j'ai fait une partie Zoom sur quelques acteurs. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une startup française qui est basée à Vierzon et Paris. Alors, à Vierzon, il se passe quelque chose à Vierzon. Alors, sur les crypto-monnaies, il se passe quelque chose à Biarritz, c'est sûr, à Vierzon, moi qui passais sur l'autoroute, il se passe quelque chose sur les métaverses. Vous avez également Ledger qui est à Vierzon, pour la petite histoire. Alors, Metaverse, en fait, je dirais c'est une plateforme, et ils sont en train aussi de pivoter. C'est une boîte à outils pour les marques qui va permettre de faire vos premiers pas dans le métaverse. Donc, eux, ils vont quelque part être une marque blanche en B2B2C, et ils vont vous permettre donc de créer votre premier espace virtuel si vous êtes une marque retail, de luxe, et pourquoi pas en B2B, de créer des jumeaux numériques très réalistiques par rapport à vos assets, de vos produits et de pourquoi pas de vos magasins, et qui va reprendre donc on va dire les codes et la charte graphique de votre entreprise. Hein, donc là, on voit bien que c'est, quand je vous disais qu'il y a plusieurs visions dans le Metaverse, vous avez les visions qui sont, il n'y aura qu'un seul Metaverse, ou en tout cas, il y en aura plusieurs, mais ils seront interopérables. Et puis, il y a ceux qui vont mettre des outils à disposition pour faire des miniverses. Je pense que la vérité, aujourd'hui, à date, elle sera au milieu, puisque aujourd'hui, si je fais le parallèle finalement avec les réseaux sociaux, on a bien une page sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, chaque marque a bien une page Internet, et je pense qu'elles auront un miniverse pour mettre en avant leur savoir-faire et faire entrer dans leurs univers leurs clients ou leurs prospects. Et également, elles seront obligées d'aller, comme elles le vont sur les réseaux sociaux, comme sur Facebook, sur les métaverses où il y aura du trafic, tout simplement pour aller à la rencontre du plus grand nombre. Voilà, donc metaver.rs, donc les frères Fouché. Ensuite, donc il y a la vidéo, donc si elle ne dit pas, c'est pas grave, on continue. Si, on l'a. Si tu l'as. Ouais, je vais juste partager. Vous étiez intégrés, c'est bon, c'est bien. C'est juste pour vous représenter un peu à quoi ça ressemble. Sachant qu'ils vont créer leur propre métaverse, également pour une sorte de shopping mall, j'imagine, faire des ventes exclusives pour différentes marques. Ensuite, nous basculons sur... alors, c'est très early, hein, parce que ce qu'on peut dire, hein, c'est qu'effectivement, et moi je trouve c'est passionnant, c'est que vous allez avoir LG ou Google qui vont présenter, et donc qui font des milliards et des milliards et des centaines de milliers de collaborateurs, et puis vous avez des startups qui sont à peine naissantes. Hein, donc là, quand je vous parle de Chaos Social Network, il faut savoir que cette société elle a été créée en 2022, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et ils partagent une vision, en fait. Hein. Vous avez parfois même des chercheurs qui vont partager des visions. Mais voilà, c'est absolument passionnant parce que c'est aussi des histoires d'entrepreneurs. C'est peut-être ça aussi qu'on peut raconter. Vous rencontrez aussi à ce stade de la société des entrepreneurs passionnants qui, en tout cas, qui sont habités par un projet. Alors, des fois, quand on parle du Web3, on parle de la creator economy. Vous savez que le Web 1, c'était, on va dire, plutôt de l'informationnel et du push, où il y avait surtout le monde du blog et des news.
Le deuxième web, c'était celui de l'interaction, on va dire. Donc, je pouvais à la fois écrire, mais je pouvais aussi interagir. Et le Web 3, on dit que c'est celui de... Alors, on dit plusieurs choses. On dit qu'il est immersif, mais aussi on dit que c'est celui de la créateur économie pour ceux qui pensent que le Web 3, c'est forcément un web qui est basé, oui, bien sûr, immersif, pardon, mais également qui s'assoit il s'appuie sur la blockchain. Et la créateur économie, c'est de se dire, OK, moi, sur la blockchain, finalement, tout ce que je crée, d'abord, c'est tracé et c'est authentifié, mais j'en suis également le propriétaire. Et c'est donc de rendre, finalement, la propriété et, au-delà, le revenu de ces contenus aux créateurs. Et donc, aujourd'hui, en fait, quand vous publiez des choses, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, évidemment, le contenu, il appartient plus ou moins donc à un acteur central, qu'on appelle les GAFAM, pour résumer. Et surtout, en fait, ces GAFAM, c'est eux qui vont générer du revenu à partir finalement du contenu que vous créez. Donc cette vision, au-delà du Web3, c'est vraiment une vision de se dire que les revenus et la propriété revient au créateur. Alors bien sûr, une fois qu'on a dit ça, tout le monde a envie que ça fonctionne, mais c'est pas aussi simple que ça. Bien sûr que moi je suis une aventure autour des podcasts. Bien sûr que c'est intéressant de se dire que si je suis podcasteur, plutôt que de mettre une page de pub, je vais vendre via des NFT mon podcast. Maintenant, il faut ça parce que je vais connaître ma communauté. Mais il faut savoir que Spotify fait quand même un effort, c'est lui qui drive du trafic et que donc, oui, bien sûr, il prend une part assez conséquente du revenu, mais il a tout le kit de marketing et il met en avant un trafic qui va permettre de vous faire connaître. Donc, c'est une équation qui n'est pas évidente. Ce que je trouve intéressant dans Chaos Social Network, c'est que c'était cette idée de faire un réseau social pour les artistes, peut-être au début, mais également pour tout un chacun, qui va permettre de créer son contenu. Mais il y avait également une première mondiale, avec une vidéo également. Léa, prépare-toi. Je vais la mettre. Où en fait, vous aviez une démonstration d'une danseuse étoile du ballet d'Amsterdam qui a fait une production pour une petite danse que vous allez voir, et qui ensuite, cette vidéo, finalement, a été créée, je veux dire, en un seul clic, et qui a été publiée sur le réseau social. Alors, je ne sais pas si vous avez créé votre compte sur Sandbox ou sur Decentraland, ou si vous avez essayé de créer un wallet ou d'acheter des NFT. Moi, je le fais, je suis assez curieux. Maintenant, c'est vraiment pas facile, on est vraiment au tout début. Et ce qui est assez bluffant, en fait, et ce que je pense là où il y a une voie pour certains startups, c'est de créer une expérience finalement en one click qui va gommer toute la complexité de la blockchain. Et on réussira si jamais on ne parle pas de blockchain, si on ne parle pas de NFT et que vous arrivez à créer votre contenu. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez cette dimension autant que je la vois, mais cette vidéo a été créée simplement à partir d'un smartphone et a été ensuite, à partir de l'application, et de faire un swipe comme sur Tinder, a créé le NFT directement sur la blockchain. Aujourd'hui, pour le faire, je peux vous garantir qu'il faut avoir des connaissances de code et qu'il faut un certain temps avant de pouvoir le réaliser. Et donc, je pense qu'il y a cette double effet waouh. C'est d'abord le waouh d'essayer de créer un réseau social mondial. Ils sont français, pour permettre aux créateurs de générer des contenus et de pouvoir vivre et se rémunérer sur ces contenus authentifiés et uniques, mais également de rendre, on va dire, facile l'accès à ces technologies qui sont tout sauf évidentes. Voilà pour le Zoom Web 3, sachant que il y avait énormément de startups, mais comme Mathieu l'a dit, c'est 4 jours pleins ou 3 jours et demi. Et si jamais vous avez envie de faire des deep dives, comme je le dis, sur la santé connectée, sur la robotique, sur la voiture, mobilité, je ne sais pas si Mathieu, tu l'as dit, mais la mobilité, ce qui était assez intéressant aujourd'hui, c'était que ce n'était pas que les voitures. Jusqu'à présent, il y avait les voitures, mais il commençait à y avoir plusieurs bateaux très électriques, des vélos. Donc, c'est vraiment toute la mobilité. Si vous voulez faire des deep dives sur les green tech,
Ben voilà, on est à votre disposition. Eh bien, merci beaucoup. Merci Olivier. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais volontiers pour échanger peut-être sur les différents formats d'accompagnement. Oui, alors du coup, justement, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à le mettre dans le chat directement, que Mathieu puis Olivier puissent vous répondre si vous avez des interrogations. On va attendre un petit peu, voir si ça arrive. Soyez pas timide. Oui. Pas de mauvaise question ni de mauvaise réponse. Oui, Philippe Auter, je me permets de poser une question. Merci Olivier, merci Mathieu pour vos présentations. C'est vraiment inspirant, c'est vraiment génial. Merci de ce partage. Moi, j'avais une question un peu plus générale par rapport au métaverse, qui est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Parce que je me dis, pourquoi une entreprise va se lancer dans une métaverse? Et c'est la question que je me pose depuis un certain nombre de mois et d'années. Au-delà, je me dis de l'effet waouh, en disant, ouais, une entreprise innovante, on fait du métaverse, c'est vraiment génial. Je me dis, effectivement, il y a le côté immersif et expérience client dont vous avez parlé, qui est majeur, certainement. Mais la question que je me pose, c'est le lien. Parce qu'une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, elle fait des emplois, elle crée de la richesse, elle rémunère ses salariés. Voilà. Donc, à un moment ou un autre, me semble-t-il, il doit y avoir une passerelle entre le monde réel et le monde virtuel qui est le métaverse. Enfin, je pense qu'une entreprise qui parle d'un métaverse, s'il n'y a pas de business, il n'y a pas de chiffres, si ce n'est faire de l'expérimentation et de l'expérience client, je ne vois pas beaucoup l'intérêt. Donc, je me permettais de vous poser la question. Peut-être que c'est un peu compliqué ou d'y répondre en 5 minutes. Il faudrait plein de temps pour y répondre. Mais déjà, j'espère que vous allez gagner mon livre. Sinon, l'acheter, parce que comme ça, vous aurez quelques réponses. Je vais le faire. Non, parce que j'ai passé 6 mois effectivement dessus. Et donc, c'est comment les marques peuvent se positionner à la fois sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo et sur les métaverses. La première réponse, je vais vous dire, c'est que il y a des milliers, je crois que c'est 500 millions de gamers. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller voir 500 millions de clients potentiels, je pense que c'est assez intéressant d'aller les voir. Et on prédit qu'aujourd'hui, il y a 5 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux. On prédit qu'en 2030, il y aura 5 milliards d'utilisateurs des métaverses. Et que Gartner dit également qu'on passera 1 heure de son temps dans un métaverse d'ici 2026. Donc, tout simplement, déjà, si vous voulez aller rajeunir ou aller à la rencontre de nouvelles clientèles, ça vaut le coup d'y aller. Alors après, pour y aller, il y a différents moyens. Je ne pourrais pas tout expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas faire de l'expérience client que pour faire de l'expérience client, bien évidemment. Vous l'avez un petit peu répondu à votre propre question. Il faut hybrider, en fait, j'en ai un petit peu parlé, il faut hybrider le monde réel et le monde physique. Je crois que la caricature qu'on dit qu'on va passer de tout son temps dans le virtuel et que ce n'est pas rigolo, que c'est un monde absolument... on va dire, triste pour les détracteurs demain. Je pense que c'est de la caricature. Je pense qu'on n'imaginait pas en 98 qu'on allait passer 2h30 de sa vie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on passe 230 de sa journée sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, en 98, on disait ça n'existait pas. Facebook, c'est 2003, je crois. Je crois que Google, c'est 2099, la création. Donc voilà. Donc sachez que moi, je pense qu'on va passer énormément de temps, autant que sur les réseaux sociaux, dans un avenir plus ou moins proche, parce qu'on aura des univers qui vont nous transporter, alors féeriques, autour du sport, autour de plein de choses, et que donc, comme les marques vont sur Facebook, ou vont sur Instagram, ou vont sur TikTok, elles seront obligées d'aller sur certains métaverses qui draineront énormément de trafic. Alors lesquels aujourd'hui, on ne va pas parier. Après, l'autre option, c'est de faire son propre métaverse. Je crois que je l'ai un peu dit. Je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a fait des sites web. On fait des sites web où on crée de l'expérience. Et demain, cet site web, ça sera un site web 3D, en fait, et on sera obligé d'y aller. Et l'idée, ça sera de voir comment on peut le faire. Alors, je pose plutôt des questions, mais surtout je vous pousse à réfléchir. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase 1, je pense. C'est-à-dire que quand on a fait la transformation digitale, les entreprises, elles ont fait de la digitalisation.
Bon, voilà, on avait du papier, on a fait des mails, mais pensez à la phase 2. La phase 2, c'est la transformation des business models. C'est des Uber, c'est des nouveaux business models qui sont arrivés avec des Airbnb. Et pensez qu'en 98, on ne savait pas ce que TikTok était. Ça fait juste quelques années et que donc l'avenir va nous dire, et peut-être qu'il y a des entrepreneurs et des entrepreneuses qui sont dans des garages et qui vont nous imaginer le monde de demain. Et je suis à peu près certain qu'en tout cas, parmi toutes les chiffres, tous un peu plus fous les uns que les autres sur les métaverses, que celui du Gartner qui dit on va passer une personne sur 4 passera 1 heure sur un métaverse dans quelques années. Je pense que c'est assez solide. Sans vouloir accaparer la parole, j'avais juste une petite dernière question, et après je vais laisser la parole aux autres évidemment. C'était la notion de responsabilité, la responsabilité de l'entreprise. J'ai cru comprendre que quelle est la responsabilité d'un avatar, de son action dans le métaverse, parce que du moment où on va commencer à légiférer le comportement des uns et des autres dans le métaverse, j'imagine que peut-être il pourra être beaucoup moins intéressant pour des humains, parce que c'est des nouveaux espaces de liberté, et donc, mais on voit bien que ça pose des questions d'éthique et de responsabilité de l'entreprise. Vous avez un avis sur... Non, mais vous avez raison. Alors, c'est un monde en construction. Je pense qu'on parle déjà de green et d'éthique très vite aujourd'hui. Hein. C'est déjà, on parle de design en étant déjà avec des préoccupations d'environnement et d'éthique. Je ne vais pas déflorer, mais j'ai voulu apporter des éclairages. Et donc, dans mon livre, il y a une quinzaine, même plus, je crois qu'il y a 18 interviews à la fois de responsables de Sandbox, mais il y a également 2 interviews, je pense, intéressantes, que vraiment j'avais à cœur, qui éclairent un petit peu le débat. Il y en a une d'une avocate, donc vous pourrez voir ce qu'elle raconte sur l'état de l'art aujourd'hui, parce que ça va bouger. Et puis, il y a un sociologue, parce que derrière l'avatar, qui est derrière l'avatar? Est-ce que c'est mon vrai moi? Est-ce que c'est un fake? Est-ce que je joue avec mon avatar? Et donc, la marque, à qui elle va s'adresser? Elle s'adresse à un avatar. Alors, juste pour dire, c'est que en général, le sociologue qui a répondu, Michel Stora, indique qu'en général, on est beaucoup plus désinhibé. En tout cas, si on prend le parallèle avec le monde du jeu, on est beaucoup plus désinhibé et on fait abstraction des codes sociaux quand on est dans des univers derrière un avatar. Pour le bien ou pour le mal, ça change. Je vois qu'Aurélie... Aurélie a rebondi aussi. On a la cofondatrice de Metaverse Studio qui est avec nous. Aurélie, je ne sais pas si tu veux te démuter et rebondir en direct. Bonjour, enchantée. Donc, Aurélie, je suis la cofondatrice de l'agence Immersive Metaverse Studio, créée il y a déjà plus de 15 ans. Donc, on est spécialiste dans tout ce qui est holographie, réalité augmentée, désormais Web3 depuis fin 2021. Merci Olivier pour ces différentes interventions très intéressantes pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir et d'aller au CES de Las Vegas. Donc, c'était très, très intéressant. Oui, Philippe, je me suis permis de rajouter un petit commentaire par rapport à vos questions. C'est tout à fait justifié aujourd'hui que les chefs d'entreprise se posent tant de questions autour du Web3 et notamment des mondes virtuels et du métaverse, de savoir s'il faut y aller ou pas y aller. Je prends toujours le même axe qui est, pour comprendre aujourd'hui, il faut partir dans le passé. Et tout simplement, on a des exemples qui sont la construction de l'ère d'Internet, la construction du social media. Tous les cadrages dont vous parlez, Philippe, notamment au niveau juridique, sont exactement les mêmes qu'on a eu quand on a débarqué sur Facebook et qu'on s'est dit il faut monter sa page entreprise. Mais comment on va faire? Il va y avoir des détracteurs, il va y avoir des trolls. Et finalement, on a créé des nouveaux métiers qui sont les community managers, qui ont finalement été les nouveaux censeurs de l'information et du cadrage de la page d'une société ou d'une marque. On arrive aujourd'hui, on aime beaucoup, notamment avec Stéphane Boucris, qui est le président d'Excelsior, on a une présentation qui s'appelle « Du Far West à l'Eldorado ». Et en fait, le métaverse aujourd'hui, c'est ça. La seule différence, c'est qu'on y arrive de façon extrêmement, on va dire en tant que précurseur, on est vraiment les tout premiers à s'y intéresser. Et donc, les marques ont peur de reproduire ce qui s'est passé sur le social media ou sur l'Internet, d'arriver trop tard. Donc, aujourd'hui, c'est encore un terrain extrêmement vierge, extrêmement neuf, où forcément, il y aura des loupés, il y aura des métaverses qu'on croira numéro 1 et qui ne le seront pas.
Le métaverse champion, il n'est peut-être pas encore né. Donc aujourd'hui, le seul, on va dire, petit conseil très modeste que je peux recommander, c'est de rester dans cette phase de test and learn, de commencer à onboarder vos équipes. Et Future Agency est une agence exceptionnelle qui permet justement de faire découvrir ces différents vecteurs, ces différents univers. Et donc, voilà, de petit à petit, tâter le terrain sur notamment de l'acculturation, de lire des livres, notamment celui d'Olivier que je serais ravie de découvrir, et de s'intéresser un petit peu aux différentes plateformes. On a parlé de Sandbox, avec qui on travaille étroitement, de Decentraland. Il y a plein de plateformes à regarder, explorer. Si ce n'est pas dans le monde du travail, on va dire au niveau personnel, pour petit à petit prendre ses marques et amener sa société avec soi. Merci Aurélie. Et c'est vrai, juste pour terminer, c'est que quand je dis essayez de vous rappeler 98, alors maintenant on est en 2023, je vais dire essayez de vous rappeler 99. 99, voilà, vous n'aviez aucune idée de ce qu'était Google, ce qu'était Facebook et encore moins de TikTok. Et tout ça, c'est arrivé. Donc, voilà, il y a encore des choses incroyables qui vont arriver. Et l'immersion avec la veste haptique, avec les gants, avec l'odorat, forcément, les fans que nous sommes vont plonger dedans. C'est évident. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci Aurélie pour ton intervention. Merci à tous. On aimerait du coup clôturer ce shot d'inspiration en vous faisant gagner quelques petits cadeaux. Je vais partager mon écran, mais juste avant ça, sachez que jusqu'à ce soir, du coup, vous avez la possibilité d'avoir vous avez donc du coup une réduction sur votre restitution complète du CES adaptée, parce que du coup ce que vous venez d'écouter, c'était quand même large, et l'idée c'est qu'on puisse que vous puissiez bénéficier d'une restitution complète du CES, mais adaptée à vos sujets. Donc sachez que jusqu'à ce soir minuit, vous pouvez bénéficier de 500 € de réduction sur votre restitution. Donc, si besoin, n'hésitez pas à nous contacter, Ruben, Léa ou moi, et on vous mettra en relation avec Mathieu. Et du coup, donc pour finir, on voulait vous faire gagner quelques petits cadeaux. Donc, on va tirer au sort pour voir qui va pouvoir remporter un petit cadeau à la fin de ce shot d'inspiration. Je vais du coup vous repartager et on va tirer au sort ensemble. J'espère que les personnes sont toujours là. J'essaie de... Catherine Fresnon, êtes-vous encore parmi nous? Oui, je suis bien là. Ah bah super. Eh ben parfait. On va du coup, je vais faire tourner la roue pour vous. C'est parti. Le livre de Olivier, le livre d'Olivier Laborde, Social Commerce. On vous le fera livrer avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bien, de rien. On va faire tirer au sort une autre personne. C'est parti. Je ne sais pas si je peux recommencer comme ça. Mince. Je pensais que... Ah voilà. C'est parti. Vitomir Vidovic est-il encore parmi nous? Oui, je suis là. Super. Eh bien, Vitomir, c'est votre tour. Eh bien, c'est parti. Ce sera du coup le guide de survie du CES de Mathieu. Que pareil, on pourra vous faire livrer par la poste. Et puis, on va faire un troisième tour. C'est parti. Mathieu Delaine, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, toujours présent. Parfait, c'est votre tour. C'est parti.
on vous offre du coup une réduction de 30% sur un shot d'inspiration de toute l'équipe Future Agency sur le thème du coup qui peut vous intéresser, vous et vos équipes. On espère que du coup ces cadeaux, on reprendra du coup contact avec vous suite à cela. En tout cas, merci à tous pour votre participation. On espère vraiment qu'on pourra se retrouver très rapidement ensemble en physique cette fois-ci. Et sachez qu'on a déjà la date de notre prochain shot d'inspiration qui sera le 4 avril prochain. On vous partagera le thème très bientôt. En tout cas, merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va mettre dans le chat. Solène va vous partager un lien Typeform si vous avez des idées d'accompagnement ou autres. N'hésitez surtout pas à remplir, même si vous avez juste besoin d'approfondir une tendance. On peut bien évidemment rentrer en contact pour qu'on puisse voir comment on peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à remplir ce Typeform et on espère vous revoir tous très vite. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation et vous aurez l'occasion de voter pour le prochain thème du shot d'inspiration via notre prochaine newsletter. Merci à tous.